Joseph Désiré Mobutu naît le 14 octobre 1930 au nord de ce qui est alors le Congo belge. Depuis la fin du 19e siècle, les Européens se sont partagés la quasi-totalité du continent africain au travers de colonies. Mais à l'époque, le Congo n'est pas une colonie comme les autres. En fait, elle n'est pas la propriété d'un État, mais d'un homme, le roi des Belges Léopold II, qui en fait sa possession personnelle en 1885. Et Léopold II n'a qu'un seul but, exploiter au maximum la région sans égard pour ses habitants. En s'appuyant sur des compagnies de mercenaires, les Congolais sont brisés, mutilés et tués pour le commerce du caoutchouc et de l'ivoire. Lorsque Léopold II meurt en 1909, l'État belge découvre l'ampleur du désastre et décide de reprendre le contrôle sur la colonie. Les mercenaires disparaissent alors pour laisser place aux administrateurs coloniaux belges. Mais si sur le papier le système change, dans les faits, la situation reste quasi identique. C'est dans ce système que voit le jour Mobutu. Son nom, Mobutu, signifie littéralement « poussière », comme un rappel permanent de sa place supposée dans l'ordre colonial. Né d'un père inconnu, il appartient aux bandits, une des 250 ethnies que compte la colonie. Grâce à la femme belge qui emploie son beau-père, le jeune Mobutu apprend à lire et à écrire le français. Après ça, il erre pendant plusieurs années avant d'entrer dans une école de missionnaires, mais son mauvais caractère lui vaut rapidement d'être exclu. Sa vie bascule une première fois en 1950, lorsqu'il est enrôlé dans la force publique, l'armée coloniale belge. Il vit alors une véritable révélation. Là-bas, il apprend à obéir, mais aussi et surtout à diriger et à manœuvrer dans ce système colonial. Travailleur, intelligent et très à l'aise avec les autorités belges, il gravit rapidement les échelons. En 1955, il devient sergent, le grade le plus élevé accessible pour un Congolais. Pourtant, un an après, Mobutu quitte l'armée coloniale. Il passe un brevet de secrétaire comptable et commence une carrière de journaliste, où il travaille pour des journaux favorables aux colons. Quand aujourd'hui, par exemple, je prends position sur un problème bien déterminé, tous mes lecteurs sont d'accord avec moi. C'est dans ces années-là qu'il fait la rencontre qui va changer sa vie. Patrice Lumumba. Pour comprendre qui il est, il faut savoir une chose. Dans la colonie belge, seule une petite minorité de Congolais ont accès aux études universitaires. On les appelait alors par un terme paternaliste les évolués. Quelques centaines de Congolais jugés suffisamment doués par les colons belges pour occuper des postes importants. Et Patrice Lumumba est l'un d'eux. Formé dans le système colonial, il a été envoyé en Belgique où il a pu découvrir le syndicalisme et surtout les mouvements anticolonialistes et communistes. Car pour replacer le contexte, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, tous les grands empires coloniaux vacillent. L'heure est à la décolonisation. Les Congolais, dont une partie a combattu pendant la guerre et qui a vu ses ressources servir à l'effort de guerre, estiment avoir aussi le droit à s'émanciper de la Belgique. D'ailleurs, pour l'anecdote, dans ces ressources, il y avait l'uranium qui a permis aux Américains de fabriquer leur première bombe atomique. Quand il rentre au Congo, Lumumba est désormais certain d'une chose, l'indépendance n'est plus un rêve inaccessible. Dans les années 50, plusieurs des évolués commencent donc à s'organiser politiquement. Patrice Lumumba fonde le MNC, le Mouvement National Congolais, et devient le principal visage de la lutte pour l'indépendance. C'est à ce moment qu'il fait la rencontre de Mobutu, et très vite, les deux hommes deviennent amis, malgré certaines divergences déjà évidentes. Lumumba est proche du communisme et farouchement anti-impérialiste, alors que Mobutu est lui, on le verra après, quelqu'un de beaucoup plus pragmatique. À la fin des années 50, la situation au Congo belge devient explosive. Une crise économique frappe la colonie, et les tensions sociales dégénèrent en violentes émeutes comme à Léopoldville en 1959, qui poussent de nombreux colons à rentrer en métropole. C'est dans ce contexte que la Belgique ouvre au début 1960 les négociations pour accorder l'indépendance à la colonie. Lors des différentes rencontres qui se déroulent à Bruxelles entre les autorités belges et les représentants indépendantistes congolais menés par Lumumba, Mobutu est présent. Mobutu, désormais âgé de 29 ans, est entre-temps devenu le plus proche conseiller de Lumumba.
Les deux hommes assistent à ce que tant de Congolais ont attendu. Les Belges acceptent d'accorder l'indépendance au Congo à condition que le pays garde de solides liens politiques et économiques avec la métropole. Mobutu ne le sait pas encore, mais sa vie s'apprête de nouveau à basculer. On est le 29 juin 1960. Ce jour-là, le roi des Belges Baudouin atterrit à Léopoldville pour participer aux célébrations de l'indépendance. Il est accueilli par Joseph Kasavubu, qui vient d'être élu premier président de la République démocratique du Congo, et par Lumumba, qui a été nommé Premier ministre. Le lendemain, le roi Baudouin tient un discours devant une assemblée. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II. Mais quand vient le tour de Lumumba de prendre la parole, le ton change radicalement. Il ne prend aucune pincette. Alors que le roi parlait d'un Congo construit par la Belgique, Lumumba voit en ces mots la négation de 8 décennies de souffrance. Il rappelle l'oppression coloniale, les violences, l'humiliation et les décennies de domination. C'est un discours historique qui va inspirer de nombreuses luttes coloniales à travers le globe. Ni les Congolais de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'il a été conquise. Sauf que voilà, ce n'est pas parce que le pays devient indépendant que tous les problèmes disparaissent instantanément. Bien au contraire. Le tout jeune État congolais est plus que fragile. La majorité des membres du gouvernement n'ont jamais été formés pour gérer un pays, surtout de cette taille avec une population aussi diverse et avec d'immenses richesses. Mais en plus, les deux hommes à la tête de l'État ne s'entendent pas. Tandis que Kasavubu est un modéré, qui est prêt à faire des compromis avec la Belgique, Lumumba, lui, soutient une indépendance totale, quitte à rechercher l'appui de l'Union soviétique pour s'affranchir des Belges. Et sans surprise, il ne faut pas attendre longtemps pour que la situation dégénère. Quelques semaines après l'indépendance, les soldats congolais se mutinent contre leurs officiers, qui eux sont restés belges. Étant l'un des rares à avoir une expérience militaire, Mobutu est alors promu dans l'urgence au grade de colonel et nommé chef d'état-major par Lumumba. Il espère comme ça que Mobutu va réussir à rétablir l'ordre et dans le même temps sauver la jeune démocratie congolaise. Ce dernier a réussi à ramener l'ordre au prix d'une violente répression. Mais très vite, un autre événement met le feu aux poudres. Au sud-est du pays, la province du Katanga, l'une des plus riches en minerais, décide de faire sécession. À la tête de la rébellion, Moïse Tsombe, un autre évolué, resté proche des milieux d'affaires belges et qui ne souhaite pas s'envoler les gisements miniers du Katanga. En quelques semaines, l'indépendance tant espérée se transforme en une sanglante guerre civile. Un chaos directement hérité du système colonial, dans lequel chacun tente désormais de tirer profit du désordre. Et c'est justement au milieu de ce chaos que notre Joseph Désiré Mobutu va tirer son épingle. On est le 5 septembre 1960, et alors que le Congo est au bord de l'implosion, un véritable coup de théâtre a lieu au sommet de l'État. Le président Kasavubu accuse Patrice Lumumba de dérive autoritaire et de comploter avec l'Union soviétique. C'est alors que Mobutu entre en scène. Il fait arrêter son ancien camarade et le fait placer en résidence surveillée. Lumumba est mis hors jeu. Dans la foulée, Mobutu neutralise les institutions et installe un gouvernement de technocrates sous le contrôle de l'armée. Mais problème, le leader indépendantiste reste extrêmement populaire. Et pour Mobutu, comme pour ses soutiens occidentaux, il devient un danger. Le 27 novembre, Lumumba tente de s'enfuir pour rejoindre ses partisans. Mais il est rattrapé par les hommes de Mobutu, torturé et exposé à la foule comme un criminel. Après plusieurs semaines de détention, décision est prise de le transférer chez son pire ennemi, Moïse Tsombe, ce qui, de fait, est une façon de signer son arrêt de mort. Lumumba est donc transféré au Katanga le 17 janvier 1961. Officiellement,
Lumumba aurait tenté de fuir à son arrivée et aurait fini tué dans la brousse par des villageois en colère. Mais en réalité, Lumumba est exécuté par des séparatistes katangais dès son arrivée en présence d'officiers belges. Son corps est ensuite découpé et dissous dans l'acide. Seule une dent conservée par un officier belge servira de preuve pour sa mort. C'est possible sans l'aide d'un homme, Joseph Désiré Mobutu. Mais en plus de ce dernier, cette élimination sert également les intérêts d'une autre puissance étrangère, les États-Unis. Oui, j'en ai pas encore parlé, mais vous le savez, dans ce genre d'affaires, ils ne sont jamais bien loin. Depuis l'indépendance, les États-Unis surveillent de près ce qui se passe au Congo. Contexte de guerre froide oblige, Washington craignait que Lumumba, jugé trop proche de Moscou, ne transforme le Congo en un deuxième Vietnam au cœur de l'Afrique. C'est pourquoi il fallait s'en débarrasser. La CIA avait d'ailleurs déjà tenté de l'assassiner par le passé, mais sans succès. C'est pourquoi, depuis déjà un certain temps, la CIA avait noué des liens avec Mobutu. Pour les services américains, il est vu comme un anticommuniste fiable et facilement contrôlable. Mais si Lumumba a été dissous, il reste toujours le président Kasavubu. Beaucoup plus modéré que Lumumba, il reste perçu par les Américains comme trop faible. Et ça, dans un pays en guerre civile, Mobutu. Et les Américains vont lui donner toutes les cartes pour réussir. Grâce à une aide militaire et financière américaine et belge, il peut moderniser son armée et écraser une autre rébellion. Cette fois-ci à l'est du pays, menée par un certain Pierre Moulélé et d'anciens soutiens de Lumumba, qui ont pris les armes après sa mort et qui sont soutenus par l'URSS. Le Congo devient à son tour l'un des nombreux champs de bataille de la guerre froide. Et c'est durant cette guerre civile que Mobutu se forge une image de chef de guerre en prenant personnellement part au combat. Rien à faire, nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Quand la guerre civile prend fin en 1965, Mobutu est devenu un héros national. Même s'il doit pour le moment toujours partager la gloire avec le président Kasavubu, c'est bien lui le nouvel homme fort du régime. Et d'ailleurs, Mobutu n'attend pas bien longtemps avant de tenter sa chance. Dès le 24 novembre 1965, il lance son second coup d'État. Fragilisé par 5 ans de guerre, le Premier ministre Évariste Kimba et le président Kasavubu sont renversés sans difficulté. Après Lumumba, c'est la deuxième grande figure de l'indépendance congolaise qui disparaît. Désormais, le Congo n'a plus qu'un seul visage, celui de Mobutu, qui, dans la foulée, se proclame président. Et contrairement à ses prédécesseurs, jamais il ne flirtera avec Moscou. En lien étroit avec la CIA, il ancre fermement son pays dans le camp occidental, le transformant en un rempart contre le communisme au cœur de l'Afrique. Aux yeux des puissances occidentales, Mobutu est donc l'homme idéal. Et c'est précisément pour cette raison qu'elles accepteront pendant des décennies de détourner le regard en le laissant. Quand Mobutu prend le pouvoir, il a un problème. En fait, il sait très bien que s'il est là, c'est grâce au soutien de l'Occident. Mais quand on est censé incarner un pays qui vient tout juste de s'émanciper, de l'Occident, ça fait un peu tâche. Alors pour ça, il va tout faire pour tenter de rompre avec l'héritage colonial. Du moins, en apparence. Première étape, tout renommer. À commencer par le pays lui-même avec le Congo qui devient le Zaïre, histoire d'effacer le nom donné par les colons belges. Plusieurs villes sont aussi renommées, comme la capitale Léopoldville, nommée en l'honneur du roi Léopold II, qui devient Kinshasa. Le fleuve Congo est lui aussi renommé Zaïre, et la monnaie nationale devient aussi le Zaïre. Il ordonne aussi la fin des noms chrétiens. Mobutu lui-même change de nom. Oublié Joseph Désiré Mobutu, place à Mobutu Sese Seko, qui signifie celui qui ne meurt jamais. Enfin, ça c'est la version courte. Car la version longue qu'il a choisie, c'est Moi, Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga. Mobutu Sese Seko Kuku Nbanda Wazabanga, le guerrier tout-puissant et éternel qui laisse le feu derrière lui et à qui rien ne résiste. En toute simplicité. Oui, vous allez voir, avec Mobutu, on fait pas vraiment dans la dentelle, on est vraiment sur le cliché du dictateur.
Dans la foulée, il se proclame président fondateur. Et comme tout bon dictateur, il se choisit un surnom. Ce sera le Léopard de Kinshasa. Pourquoi un léopard? Eh bien parce que selon la propagande du régime, Mobutu aurait tué un léopard à l'âge de 10 ans armé avec une simple lance. Bon, que ce soit vrai ou faux, peu importe, le mythe est martelé par le régime et devient rapidement le seul récit valable. C'est la raison pour laquelle il porte en quasi-permanence un couvre-chef en peau de léopard. Quant à sa tenue, baptisée l'Abacoste, une simplification du terme abal-costard, elle devient un symbole iconique du régime, au même titre que le fameux col Mao en Chine. Le Zaïre devient un état dirigé par un parti unique créé par Mobutu en 1967, le MPR, Mouvement Populaire de la Révolution. Et nous ne sommes pas un parti unique. Parti unique suppose quelque chose qu'on impose. Nous n'imposons rien. Avec son parti, le léopard écrase l'opposition. Il s'accapare tous les pouvoirs et en profite pour récupérer à son profit toute la gloire de l'indépendance. Il se présente comme l'héritier de Lumumba qu'il proclame héros national, se gardant bien de révéler à son peuple le rôle de premier plan qu'il a joué dans son assassinat. En bref, en quelques années seulement, Mobutu est passé d'un militaire opportuniste à véritable père de la nation, un dieu vivant que chaque Zaïrois doit vénérer. Mais tout le monde n'est pas dupe, et Mobutu a de nombreux opposants, dont il va se charger de faire taire tout au long de son règne. Dès sa prise de pouvoir en 1966, profitant du week-end de la Pentecôte, Mobutu fait arrêter l'ancien Premier ministre Évariste Kimba et 3 de ses anciens ministres. Le lendemain, devant une foule de 300 000 personnes, les 4 hommes sont pendus devant un public déchaîné. La date de la Pentecôte n'est évidemment pas choisie au hasard, c'est un moyen de faire passer un message. Avec moi, même la religion vous protégera pas. Rapidement, d'autres figures de l'indépendance suivent le même destin. Moïse Tsombe, qui avait mené la sécession du Katanga, est enlevé à bord d'un avion vers l'Algérie en 1967. Il trouve la mort dans des conditions mystérieuses dans une prison algérienne. Pierre Moulélé, le pro-Lumumba qui avait mené la rébellion communiste, est lui torturé à mort dans une prison de Kinshasa. De façon générale, dès qu'émerge un officier un peu trop charismatique, un intellectuel trop influent ou un ministre trop populaire, il se charge de le discréditer, de l'écarter, voire de le faire éliminer. Pour ça, Mobutu a notamment recours à ce qu'on appelle les largages, une pratique déjà utilisée par Pinochet au Chili et qui consiste à faire monter dans un hélicoptère un prisonnier politique avant de le jeter de nuit dans le fleuve Congo. Ceux qui voyaient à l'époque les hélicoptères sillonner le fleuve dans la nuit, d'autres croyaient que c'était une surveillance nocturne de notre frontière avec le Congo. Ce n'était pas le cas, c'était exactement les largages des cadavres humains, des personnes exécutées par les services secrets de Mobutu. Pour se protéger, Mobutu crée une garde présidentielle composée exclusivement de bandits, l'ethnie à laquelle il appartient. Ce sont des hommes très bien payés, loyaux et surtout redoutables en matière de répression. Mais l'ironie dans tout ça, c'est que malgré la brutalité du régime, l'armée régulière zaïroise est dans un état lamentable, mal entraînée et mal équipée avec des hommes sous-payés. Résultat, en 1978, lorsqu'éclate une insurrection au sud du pays, Mobutu passe à un cheveu de tout perdre. Il ne doit sa survie qu'à une intervention militaire française ordonnée par le président Valéry Giscard d'Estaing qui fait parachuter des troupes de la Légion étrangère dans la région. Malgré une débâcle évitée de justesse, Mobutu en profite après ça pour se remettre le titre de maréchal. Mais si les Occidentaux, dont la France, se donnent autant de mal pour venir en aide à leurs amis africains, ce n'est pas qu'une question de lutte anti-soviétique. Car si le Zaïre a bien une qualité, c'est que c'est un pays immense qui déborde de ressources, des minerais et du pétrole. Autrement dit, c'est un pays riche, du moins qui pourrait l'être. Problème, malgré l'indépendance, le Zaïre ne semble pas s'enrichir. Alors pourquoi ? Eh bien, parce que derrière les discours africanistes du léopard de Kinshasa, dans les faits, rien n'a vraiment changé depuis l'époque du Congo belge.
Comme au temps de la colonisation, les ressources restent toujours exploitées par des entreprises étrangères. La seule différence, c'est que dans tout ça, il y a Mobutu qui prélève sa part. Et oui, que serait une bonne dictature sans la corruption? Bon, la corruption, on en voit un peu partout. Mais bon, comme Mobutu le disait lui-même... Qui nous a appris la corruption? Je crois que c'est vous autres. Parce que ouais, au Zaïre, c'était vraiment quelque chose. Avec tous ces accords passés avec des entreprises étrangères et à d'habiles montages financiers, le maréchal et sa cour réussissent à capter une quantité phénoménale d'argent et de joyaux directement payés sur les richesses du Zaïre. Les Zaïrois se moquent d'ailleurs de la devise de leur chef, qui est toujours servir, qu'ils détournent en toujours se servir. Mobutu et ses proches s'offrent des villas sur la Côte d'Azur, des châteaux en Belgique, des voitures de luxe ou encore remplissent des comptes bancaires en Suisse. Dans les années 80, Mobutu est si riche qu'il est l'un des rares milliardaires de la planète. Et lorsqu'il décide de réinvestir, il le fait quasi exclusivement dans sa région natale. Il fait construire dans le village de Gbadolit un palais extravagant, du marbre, des dorures et des bois précieux pour ce qui est appelé le Versailles dans la jungle, construit dans un pays où la population ne fait que survivre. Il fait même construire un aéroport privé juste à côté, spécialement pour lui, sa famille et ses 2 maîtresses. Mais encore une fois, tout ce qu'il se passe à l'intérieur du Zaïre reste au Zaïre. Les Occidentaux ferment les yeux sur les agissements du dictateur. C'est comme ça qu'il peut voyager aux 4 coins du monde et rencontrer tous les puissants de son époque. Et avec tout ça, il peut même se permettre de dépenser 10 millions de dollars pour organiser à Kinshasa le combat du siècle entre les boxeurs Mohamed Ali et George Foreman. Et ça, juste pour son autopromo. Mais voilà, combien de temps un tel système peut-il tenir? Car au fond, qu'est-ce qui fait tenir Mobutu? C'est son talent, son aura, son armée? Non, c'est ceux qui veulent bien le laisser en place car ils le trouvent utile. Mais ce que Mobutu n'avait sans doute pas prévu, c'est que ses amis n'allaient bientôt plus avoir besoin de lui. Car le contexte international qui lui avait permis de prendre le pouvoir allait bientôt prendre fin. Depuis 1965, le contrat était clair. En échange d'un anticommunisme sans faille, Mobutu pouvait tout se permettre. Et c'est ce qui se passe. Pendant 25 ans, les États-Unis ferment les yeux. En échange, Mobutu s'arrange pour toujours soutenir la cause occidentale. À l'ONU, le Zaïre vote quasi systématiquement dans le sens de Washington. Sur le terrain, les troupes zaïroises servent de supplétifs dans tous les conflits en Afrique liés à la guerre froide. Comme par exemple pendant la guerre civile angolaise où ils combattent la milice communiste du MPLA. Pour les Américains, Mobutu n'est peut-être pas l'homme le plus fréquentable, mais il est utile. Et on l'a vu, c'est justement ça qui lui permet d'être intégré dans le petit club des puissants. Sauf que tout ça reposait sur une condition, la guerre froide. Or, au tournant des années 90, l'ordre du monde bascule. Le mur de Berlin vient de tomber, le rideau de fer se disloque, les dictatures du bloc de l'Est tombent les unes après les autres, et même les régimes communistes les plus durs, comme l'URSS et la Chine, sont obligés de se convertir au libre marché. En d'autres termes, la guerre froide et le conflit idéologique qu'elle représentait est terminé. Soudain, Mobutu devient un problème. Comment continuer à soutenir un dictateur aussi brutal quand on se proclame, comme le font les États-Unis, les champions du monde libre, alors qu'en plus, il n'y a plus de menace soviétique à brandir. Résultat, en 1990, les États-Unis suspendent une partie de leur aide au Zaïre. Au même moment, le prix du cuivre, l'une des principales ressources du pays, s'effondre et ses exportations avec. Le pays plonge alors dans une grave crise économique. Sous pression des Occidentaux et de son peuple, le léopard est obligé de lâcher du lest. Horrifié de la façon dont a fini son ami roumain Ceausescu, il se décide à autoriser d'autres partis politiques. J'ai estimé, seul devant ma conscience, de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays, avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Mais alors qu'on aurait pu penser que le Zaïre allait enfin pouvoir emprunter la voie de la démocratie, dans les faits, rien ne change vraiment.
Mais malgré une légère démocratisation du Zaïre, Mobutu garde son pouvoir d'une main de fer. Une des raisons est que la décision d'autoriser d'autres partis politiques fait que ce sont plus de 200 partis qui sont créés en quelques mois, avec chacun leurs revendications en fonction de leurs opinions ou de leurs origines ethniques. Donc, même si elle existe, l'opposition zaïroise est très divisée. Mais force est de reconnaître que le système Mobutu est à bout de souffle. En septembre 91, les soldats zaïrois sous-payés se mutinent à Kinshasa et sèment le chaos dans toute la ville. Le 16 février 1992, 1 million de Zaïrois manifestent contre le maréchal, malgré la répression qui fait des dizaines de morts. L'année suivante, c'est au tour de ses vieux amis américains de le lâcher. En 1993, Bill Clinton est élu président des États-Unis et entend bien tourner la page Mobutu. Game, set, match, it's over. We will have a new president of the United States. Clinton décide de condamner publiquement les agissements du dictateur, il lui impose des sanctions économiques et lui demande de quitter le pouvoir. Mr. Mobutu should resign or should go into exile. That is, in fact, for the people of Zaire to decide. Mais voilà, malgré ça, Mobutu semble indéboulonnable. Comme si le seul capable de le chasser du pouvoir, c'était lui-même, ou plutôt son propre corps. Car à 65 ans, le dictateur est rattrapé par la maladie. Les médecins viennent de lui diagnostiquer un cancer de la prostate. Mobutu, qui s'affaiblit de jour en jour, ne peut plus. Se sachant condamné, il organise ses dernières fêtes avec sa cour qui vit coupée des réalités et qui pense encore pouvoir échapper à leur sort grâce aux richesses captées sur le dos de la population zaïroise. Enfin, ça c'est ce qu'il pense, car contrairement à ce qu'a martelé la propagande pendant 3 décennies, le léopard n'est pas éternel. Fin 1996, Mobutu part en Suisse pour subir une opération pour son cancer. Au même moment, profitant de l'absence du maréchal, ses opposants... À l'est du pays, un certain Laurent Désiré Kabila, un ancien soutien de Lumumba et opposant de longue date de Mobutu, forme l'AFDL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Kabila parvient à rallier à lui non seulement une partie de l'armée et de la population zaïroise, mais aussi d'autres pays comme le Rwanda et l'Ouganda. Pour les États-Unis, l'occasion est trop belle. Le président Clinton abandonne toute forme de soutien à Mobutu et offre son soutien à Kabila, à condition qu'il assure l'ordre et organise des élections libres. C'est le début de la guerre de libération. En novembre 1996, l'est du pays s'embrase lorsque Kabila et ses hommes lancent son offensive en direction de Kinshasa. L'armée de Mobutu, mal entraînée et sous-payée, prend rapidement la fuite. De retour au pays après sa convalescence, Mobutu tente de redresser la situation à son avantage, mais sans succès. Malgré la répression toujours aussi sanglante, des milliers de Zaïrois défilent dans les rues. Sur le front, il ne faut que 6 mois pour que le régime de Mobutu ne s'effondre comme un château de cartes. Le maréchal n'a alors pas d'autre choix que de négocier avec Kabila, en présence de Nelson Mandela venu servir en tant qu'arbitre. Mais ces négociations ne mènent à rien et la guerre reprend de plus belle. Dos au mur, le dictateur choisit la fuite. Le 16 mai 1997, il monte à bord de son avion personnel direction son palais de Gbadolit. Madame, monsieur, bonjour. Les événements se précipitent donc au Zaïre. Les troupes rebelles ont fait leur entrée ce matin dans la capitale, Kinshasa. Le lendemain, les rebelles s'emparent de Kinshasa. Immédiatement, Kabila se proclame président de la nouvelle République démocratique du Congo. Pendant ce temps, toujours pourchassé, Mobutu s'exile quelques jours plus tard au Togo, puis vers le Maroc, à bord d'un avion criblé de balles. Gravement malade, il passe ses derniers mois entre le Maroc et des hôpitaux français. Le 7 septembre 1997, Mobutu Sese Seko meurt à Rabat à 66 ans. Pour le meilleur et surtout pour le pire, Mobutu fait partie des grandes figures de l'Afrique post-coloniale. Formé par les Belges, porté par l'indépendance du Congo, puis inspiré par des figures comme Lumumba, il choisit très vite une autre voie, celle de la trahison et de l'égoïsme pour se forger son propre destin. Pendant plus de 3 décennies, Mobutu est le seul homme fort du Congo où il incarne un rôle de rempart contre le communisme. Un rôle qui lui offre un passe-droit exceptionnel,
celui de pouvoir installer une dictature personnelle, corrompue et d'une brutalité extrême aux yeux de tous sans être inquiété, du moment que les Occidentaux y trouvaient leur compte. Mais une fois la guerre froide terminée et la menace soviétique évaporée, Mobutu n'était plus qu'un homme encombrant dont il fallait se débarrasser. Dans son sillage, le vieux léopard laisse un bilan accablant. Au-delà de la violence, des purges et des opposants assassinés, Mobutu a surtout hypothéqué l'avenir de son pays. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 1987, au moment de sa chute, alors que la population a triplé depuis 1965, le PIB du Zaïre est resté pratiquement le même qu'à l'indépendance. Mobutu, c'est 32 ans au pouvoir pour 32 ans de stagnation. Alors qu'il avait pourtant hérité d'un pays plein de potentiel, il s'est tout accaparé pour lui-même, ruinant son pays pour les décennies à venir. Car ce que les Congolais ne savent pas encore en 97, c'est que l'espoir né de la chute de Mobutu, incarné par Laurent Désiré Kabila, va très vite se heurter à la réalité. Dans un pays ruiné, divisé et sans institutions solides, sa prise de pouvoir ne débouche pas sur une reconstruction du pays, mais sur un nouveau chaos. Les Zaïrois, redevenus Congolais, se retrouvent pris dans une spirale de conflits où chacun règle ses comptes en tentant de s'enrichir sur les ruines du régime du Léopard. Une série de guerres meurtrières qui continue encore aujourd'hui. Je viens d'un pays le plus riche de la planète. Pourtant, le peuple de mon pays est parmi les plus pauvres du monde. Bientôt 30 ans après sa mort, alors que se dressent les ruines de son palais dans une république démocratique du Congo qui n'a de démocratique que le nom, difficile de dire si le pays a vraiment tourné la page de Mobutu, ou si son fantôme plane toujours au-dessus du pays. Merci.